Bonjour à toutes et à tous et merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les principaux titres qui vous seront développés. Lancement aujourd'hui donc des activités du fonds de garantie pour les PME et les PMI. Donc c'était Djibouti Palace Kempinski dans l'actualité internationale. Premier réchauffement donc avec la libération des prisonniers concernant les relations ukraino-russes. Et sur ce plateau également avec nous, le directeur général du fonds des garanties partielles des crédits de Djibouti qui a été lancé aujourd'hui, monsieur Ahmed Awad Mou'ti. Bonjour monsieur le directeur. Donc je rappelle monsieur Awad donc est le directeur général de ce fonds donc qui a été lancé aujourd'hui et qui existe donc depuis déjà 1 an. Et monsieur Awad est également donc diplômé en finance, notamment d'un DES donc banque et finance, et avec 25 années d'expérience, également diplômé de l'école polytechnique en ingénierie d'affaires et une maîtrise en sciences de gestion et bien sûr un diplôme maîtrise également en économie. Monsieur Awad donc que nous aurons l'honneur donc de questionner, qui va rester avec nous tout au long de cette édition, du moins pour la première partie, et pour revenir avec nous donc sur la réunion ou la signature qui a eu lieu donc ce matin lors du lancement de ce fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti. Alors pour revenir donc à cette réunion ce matin, les petites et moyennes entreprises disposent désormais d'un fonds de garantie à l'initiative des plus hautes autorités dans la lutte contre la pauvreté, non seulement les appuis sur leurs activités mais aussi et surtout à contribuer à la croissance économique. Tel était donc l'objectif de cette réunion qui s'est tenue aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski entre les membres du gouvernement et les représentants du secteur bancaire. Le fonds de garantie est une initiative prise par le gouvernement pour booster le secteur privé. Sa mise en place fait suite à un constat selon lequel le tissu industriel et économique est très mal développé et très peu diversifié. Pour donner donc un nouveau souffle à ce secteur à travers l'accès des petites et moyennes entreprises au crédit bancaire que le fonds a été donc initié, ce fonds va favoriser la création des filiales, notamment des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries dans notre pays. Son objectif est d'améliorer les conditions d'accès des micro-entreprises et des PME légalement. L'actionnariat est composé donc par l'État, et cette cérémonie de lancement est l'aboutissement d'un lent processus pour faire du secteur privé le moteur de la croissance économique avec ces fonds de garantie afin d'accélérer son développement tout en luttant contre la pauvreté par la création et l'offre d'emploi aux jeunes. Une cérémonie donc de signature a eu lieu donc entre les représentants du secteur privé, les principaux hauts responsables de cette institution. Ce fonds de garantie est destiné entre autres à la création et à la modernisation des unités industrielles ainsi qu'à l'extension de leurs activités. Il va également octroyer des crédits à court terme comme par exemple des crédits de fonds de roulement pour les petits commerces. Et plusieurs interventions donc ont eu lieu durant cette cérémonie, notamment celle du gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, qui a donc dans un premier temps félicité cette initiative et précisé que le fonds de garantie joue un rôle prépondérant dans la croissance et le développement d'un pays. Nous l'écoutons. C'est un projet ambitieux qui correspond à une grosse partie du puzzle que nous devons assembler pour le secteur financier à Djibouti. Tout s'est construit petit à petit, et après des années d'examen minutieux sur les carences de la place par rapport au financement de l'économie, c'était ces projets-là qui ont été identifiés et qui a été mis en place et qui est maintenant sous la direction du ministère des Finances et qui depuis déploie son déroulement pour le rendre opérationnel. Donc aujourd'hui c'est une étape importante, il sera suivi d'autres aussi importantes qui seront certainement marquées par la participation de prise en risque au niveau de l'actionnariat du fonds de garantie partielle, parce que dans l'état actuel des choses, il y a essentiellement l'effort du gouvernement qui est caractérisé et qui est porté par ces projets. Et donc le capital appartient dans sa globalité à l'État. Le fonds de garantie, la provision pour supporter le risque est également supportée par l'État, par le gouvernement. Donc dans une seconde phase, nous allons certainement célébrer l'entrée dans les capitales des institutions financières qui permettra d'étoffer davantage les muscles
le fonds de garantie partielle de crédit, qui, comme je le disais tout à l'heure, représente quelque chose, un espoir important pour tous les petits porteurs de projets qui sont confrontés dans leur démarrage par la question importante portant sur la garantie. Et pour sa part, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a lui aussi rappelé donc que ce fonds fournira des garanties bancaires aux institutions financières afin de stimuler le financement des PME et de libérer leur potentiel à favoriser une croissance inclusive pour le pays. Le gouvernement de Djibouti, en premier le chef de l'État, conscient de cette contrainte, s'est déployé depuis ces longues dernières années à lever tous les obstacles, à permettre la réalisation d'un pilier important de la vision de la République de Djibouti. En l'occurrence, un rôle de plus en plus actif du secteur privé dans l'économie nationale. Le secteur privé doit porter le développement de ces pays et créer les emplois que nous recherchons pour la jeune population djiboutienne de plus en plus nombreuses. Ces dernières années, beaucoup d'initiatives ont été engagées. Ces initiatives majeures, entre autres, portent sur un effort considérable sur l'environnement des affaires. L'environnement des affaires pour faciliter la vie du secteur privé, l'épanouissement du secteur privé et le rendre beaucoup plus dynamique, beaucoup plus vibrant. Beaucoup de mesures sont prises et ces mesures nous ont permis de gagner un nombre important de places dans Doing Business. Vous le savez bien, en moins de 4 années, nous avons gagné un peu plus de 80 places en passant de la 176e place à Doing Business à aujourd'hui parmi les 100 pays sur le top 100. Mais ce n'est pas seulement Doing Business qui va changer les choses. Nous avons voulu lever les contraintes pour ce qui concerne l'enregistrement et la facilitation d'installation pour les entreprises, qu'elles soient petites, mais également les grandes entreprises et les investissements directs étrangers, en créant un guichet unique qui permet de concentrer tous les efforts et de permettre de réduire une bureaucratie très lourde dont les opérateurs privés ont souffert. Et pour revenir donc à cette réunion et pour bien comprendre les enjeux donc de ce fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti qui a été lancé donc officiellement ce matin au Djibouti Palace Kempinski, avec nous donc sur ce plateau le directeur général du fonds des garanties partielles des crédits de Djibouti, monsieur Ahmed Awad Mouti. Bonjour monsieur le directeur, bienvenue à vous donc et merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais tout d'abord donc avant d'aller plus loin vous présenter à notre chers téléspectateurs. Donc je rappelle que vous êtes diplômé en finance, notamment un DSS en banque et finance, également un diplôme de l'école polytechnique en ingénierie d'affaires, une maîtrise en sciences de gestion et une maîtrise également en économie et bien sûr tout cela avec 25 années d'expérience qui vous ont valu d'être là où vous êtes aujourd'hui. Je rappelle également que vous êtes quinquagénaire, vous avez donc 54 ans exactement et vous êtes père marié et père de 3 enfants. Voilà donc pour votre présentation et ce matin donc aux côtés de plusieurs membres du gouvernement, notamment de votre ministre de tutelle, on va dire le ministre de l'économie et des finances, monsieur Ilyas Moussa Daoualé, vous avez donc participé à la réunion où fut lancé donc officiellement ce fonds de garantie que vous dirigez. Pouvez-vous, dans un premier temps, nous présenter ce fonds de garantie partielle des crédits de Djibouti? Déjà pour commencer, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous remercie de votre invitation. Je suis très honoré d'être parmi vous. Je pense que beaucoup de choses ont été dites à travers
votre diffusion et à travers votre intervention, je vais aller à l'essentiel sur qu'est-ce qui peut être compris le plus simplement possible par le grand public. Déjà, avant de vous faire une brève présentation du fonds de garantie partielle de Djibouti, permettez-moi, en tant que directeur général, de vous rappeler le contexte qui a conduit à la création de cette institution très prometteuse. Donc le fonds de garantie partielle du crédit de Djibouti a été créé pour répondre, comme vous l'avez très bien dit, à la problématique d'accès au financement bancaire que rencontrent les petites et moyennes entreprises. Pour rappel, le secteur djiboutien, privé comme les autres pays, constitue 90% de l'économie nationale. Malgré le dynamisme de ce secteur, leur bonne volonté, les PME rencontrent des difficultés pour accéder au financement bancaire. En effet, les pratiques bancaires, comme l'exigence des garanties solides, dans plus de 95% des cas, excluent des financements bancaires une grande partie des PME, PMI, des femmes entrepreneuses et des jeunes entrepreneurs. Afin de remédier à ces situations, le Fonds de garantie partielle de crédit de Djibouti a été créé à l'initiative du président de la République, chef de gouvernement, M. Ismaël Omar Guelleh, en mars 2016. Personnellement, j'ai été nommé en mars 2018 et le premier cadre a commencé en mars 2019. Maintenant, juste en deux mots, le Fonds de garantie partielle des crédits Djibouti est une institution financière dotée de la personnalité morale et d'autonomie de gestion qui se présente sous forme de société anonyme qui est détenue actuellement à 100% par l'État djiboutien. Mais les statuts prévoient, comme avait très bien dit au cours de ce reportage le gouverneur de la Banque centrale, une ouverture du capital à hauteur de 30% au secteur privé. Et cette ouverture se fera par augmentation du capital, ce qui renforce notre crédibilité par rapport au marché en fait. Maintenant, quelles sont nos prérogatives en tant que fonds de garantie? Nous avons trois prérogatives. La première, c'est que nous sommes une institution financière qui partage le risque avec les banques. Aujourd'hui, nous portons garant à hauteur de 50% pour les entreprises qui ont plus de 3 ans d'existence et 60% pour les entreprises qui ont moins de 3 ans d'existence. Nous avons aussi une autre prérogative, c'est en amont, aujourd'hui, de pouvoir préparer ces jeunes entrepreneurs, ces jeunes femmes entrepreneuses, certaines PME, PMI, à la bancarité ou au montage des dossiers. C'est-à-dire aujourd'hui, en amont, nous, avec le centre clé, centre de leadership et d'entrepreneuriat, nous allons faire au moins 2 interventions par semaine pour préparer comment nous pouvons monter les dossiers de crédit en fait, que ce soit le plus bancable possible. Et notre troisième, et non de moindre, prérogative, c'est qu'aujourd'hui, nous allons, avec les banques de la place, choisir le bon produit. Ça veut dire qu'il n'est pas question pour un jeune entrepreneur de lui mettre un crédit non adapté à sa situation. Aujourd'hui, le fonds de garantie est en mesure... Voilà, tout à fait. Oui, c'est notre deuxième prérogative, en fait. Nous le formons, nous les conseillons aussi. Et surtout à côté, nous négocions avec les banques, le meilleur produit. Donc tous les moyens sont mis en place pour que les PME ou les PMI avancent doucement mais sûrement sur le bon chemin et qu'un jour eux aussi puissent donc rembourser leur part à la banque comme vous aussi vous les aidez. Ce sera plus facile pour eux de travailler et de continuer donc sur cette voie. Tout à fait, tout à fait. Donc maintenant nous avons 3 types de projets en fait, ou 3 types de garanties.
Le premier garantie, c'est entre 1 et 3 millions et qui concerne les microcrédits pour une durée maximum d'une année. Le deuxième type de garantie, c'est des garanties de 3 à 10 millions qui concernent les tout petites entreprises. Et le troisième type de garantie, c'est les garanties qui sont de 10 à 30 millions qui concernent les PME, PMI justement. Voilà. Donc nous finançons tout type de produits. Il n'y a pas de secteur privilégié. Tous les secteurs sont les bienvenus. Et les quantités, comme je disais, maximum c'est 30 millions pour démarrer les activités. Donc tout cela dans l'avantage des PME et des PMI. Tout à fait. Alors lors de la réunion de ce matin au Djibouti Palace Kempinski, vous avez également signé des conventions de partenariat avec quelques banques de la place, mais pas avec toutes les banques. Pouvez-vous nous expliquer les raisons? Voilà. Aujourd'hui, nous avons signé 5 conventions de partenariat. Donc nous avons signé avec la BCI, la Banque pour le commerce et l'industrie mer Rouge. Nous avons signé avec la BEA, Bank of Africa. Nous avons signé avec Crack Bank. Nous avons signé avec l'EIB. Et nous avons signé avec aussi le Fonds de développement, qui est un élément moteur et important par rapport à l'économie djiboutienne. Sauf que nous n'avons pas signé avec toutes les banques qui concernent la finance islamique. Je vous explique pourquoi. C'est une approche complètement différente. Ça veut dire, moi personnellement, je viens du Maroc, j'ai une mission d'immersion, et le Maroc existe depuis 70 ans. Et seulement maintenant, ils sont en train de mettre cette activité en place. Nous avons sollicité, depuis mon arrivée, une intervention de la BID, la Banque islamique de développement, et un plan d'action est prévu. En fait, il y a déjà une mission qui arrive en décembre 2019 pour un plan d'action qui est prévu pour le premier trimestre 2020. Et je pense que nous pourrons démarrer les activités aussitôt après. Alors, d'ores et déjà, y a-t-il une liste des PME et des PMI qui sont sous votre tutelle et que vous aidez et conseillez au fur et à mesure? J'étais approché. Je suis en fonction depuis pratiquement un peu plus d'une année. Je suis, comment dire, en fait, je suis agréablement surpris par la volonté et le sérieux de beaucoup d'entreprises djiboutiennes, beaucoup de jeunes entrepreneurs djiboutiens, par leur persévérance, par leur engagement. Et croyez-moi, je ferai tout ce qui est dans mes mains pour pouvoir aider autant que nous pouvons, parce que il y a déjà, le fonds de garantie, c'est un outil très puissant. C'est un outil très puissant et qui peut aider à créer des emplois, à créer de la valeur ajoutée, à donner de l'assurance à ces jeunes entrepreneurs, à leur donner de l'espoir. Oui, on est là pour ça. Ça veut dire, voilà, ça veut dire moi, je reste très optimiste par rapport à ce que j'ai pu constater déjà. Et croyez-moi, ce que je répète toujours, on dit que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais en fait non. C'est des gens qui viennent avec des projets très porteurs. L'humain reste toujours... oui, surtout ces projets très porteurs, en fait, hein, qui sont... on n'aura pas, je pense, vis-à-vis de tous ces bailleurs de fonds, si nous démarrons très bien, eux-mêmes vont venir pour nous proposer, en fait, des fonds très importants, en fait. Hein. Merci donc monsieur le directeur général, donc monsieur Awad Ahmed Awad Mou'ti. Je rappelle que vous êtes directeur général du Fonds des garanties partielles des crédits de Djibouti, une jeune institution donc qui a vu le jour donc il y a un an. Vous avez été nommé à ce poste il y a un an, mais le fonds donc a été lancé officiellement aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski en présence, vous avez pu le suivre il y a quelques instants, des membres du gouvernement et de plusieurs donc hommes d'affaires ou responsables ou personnalités du secteur privé donc qui ont pris part à cette cérémonie. Merci à vous, monsieur le directeur, et nous vous souhaitons bien sûr bonne chance dans vos fonctions. Merci à vous.
Et par la suite, donc après le lancement du fonds de garantie, nous allons revenir donc sur le ministre donc de l'économie et des finances qui a reçu la délégation japonaise. Mais avant, nous allons retrouver tout de suite l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouverons la suite de notre journal juste après ça. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-Asr. Nous retrouvons la suite de notre journal. Après le lancement donc du fonds de garantie, le ministre a reçu dans son cabinet une forte délégation japonaise conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. Au terme de cette rencontre, les discussions ont porté sur la coopération par la collecte d'informations sur la gestion financière de notre pays et par la suite échanger les points avec les différentes institutions djiboutiennes afin d'établir une stratégie de management financière. Djibouti, dans sa transformation économique et son ambition de hub régional, veut diversifier son économie et revise sa stratégie de développement d'un modèle à plusieurs modèles et implique donc le secteur privé pour une meilleure croissance. Le ministre a souligné que Djibouti est aujourd'hui en synergie avec la mondialisation économique et les échanges. Cela, a-t-il dit, doit nous permettre d'avoir une pensée qui ne se limite pas au niveau local mais international pour être en parfaite connexion avec les opportunités et la conjoncture économique mondiale. Également dans l'actualité, l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en collaboration avec le ministère de la Femme et de la Famille et le ministère de l'Éducation nationale ainsi que le ministère des Affaires sociales et de Solidarité, a organisé donc aujourd'hui la journée internationale de l'alphabétisation. Cette cérémonie a vu la participation de la vice-présidente de l'UNFD, Hasna Mohamed Bilil, du ministre de l'Éducation nationale, Mustafa Mohamed Mahamoud, de la ministre de la Femme et de la Famille, Moumouna Ahmed Hassan, de la ministre des Affaires sociales et de Solidarité, Mouna Ousmane Aden, du directeur général de l'Agence nationale pour les personnes handicapées, de Ali Saïd, ainsi que plusieurs parlementaires. La journée internationale de l'alphabétisation est célébrée dans le monde entier chaque année, le 8 septembre, et rassemble les gouvernements, la société civile et l'ensemble des acteurs concernés. Elle donne l'occasion de souligner les réalisations dans le domaine de l'alphabétisation et de réfléchir aux moyens de relever les défis restants. Plusieurs interventions donc ont eu lieu durant cette cérémonie. Les responsables présents ont indiqué que la journée internationale cette année donc est axée sur l'alphabétisation et le multilinguisme. Malgré les progrès réalisés, les problèmes d'alphabétisation persistent, repartis inégalement entre les pays et la population. Écoutons à présent donc l'intervention de la vice-présidente de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, Hasna Mohamed Bilil. Cette journée de célébration de la lutte contre l'analphabétisme, je profiterai de l'occasion qui m'est offerte pour juste rappeler la place que cette lutte a occupée dans l'agenda de notre organisation, en l'occurrence l'UNFD, sous le leadership de notre première dame, présidente de l'UNFD, son Excellence Khadra Mohamed Haï. En effet, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a œuvré depuis notre accession à l'indépendance et jusqu'à ce jour a contribué et à éradiquer l'analphabétisme dans notre pays. Malgré d'énormes efforts consentis par l'UNFD, nous n'avons pas encore réussi à éradiquer l'analphabétisme par voie de conséquences. Notre engagement ne doit en aucun cas fléchir pour plusieurs raisons. D'abord, notre objectif de réduire de manière drastique le taux d'analphabétisme ne sont pas encore atteints et l'offre de formation à l'intention des adultes analphabètes doit se poursuivre. Ensuite, notre volonté d'institutionnaliser l'alphabétisation n'est pas encore totalement réalisée. Il est temps, me semble-t-il, que nous réfléchissons à la pérennisation du programme national d'alphabétisation dans un cadre institutionnel au sein de l'UNFD en professionnalisant les acteurs du secteur comme les enseignants, les alphabétiseurs, les formateurs, voire les gestionnaires. Et pour sa part, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahamoud, a rappelé donc que la prise en compte de la diversité linguistique dans le développement dans le monde donc de l'éducation et de l'alphabétisation est essentielle pour relever les défis et atteindre les objectifs de développement durable. Pour moi, un grand honneur en tant que ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle d'être parmi vous ce matin, ici au siège de l'UNFD, lieu chargé d'histoire et des symboles à l'occasion donc de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée cette année sous les thèmes de l'alphabétisation et le multilinguisme. C'est
Ensuite, un devoir à toute institution éducative d'être au devant de la scène dans tout processus ayant trait bien sûr à l'apprentissage, quel que soit le domaine ou le public concerné. C'est donc par conviction, essentiellement liée à l'éducation des masses, que s'inscrit notre présence auprès de vous depuis bien sûr l'accession de notre pays à l'indépendance en 1977. Mesdames et messieurs, lorsqu'on évoque la question de l'alphabétisation et des actions mises en œuvre dans ce domaine à Djibouti, on ne peut ne pas y associer l'emblématique UNFD avec à sa tête sa bien sûr charismatique présidente, la première dame, Madame Khadra Mohamed Haït, qui en fait un cheval de bataille parallèlement à d'autres combats qu'elle a menés bien sûr et qu'elle continue encore à mener auprès du chef de l'État. Aussi, je lui rends hommage car la question de l'alphabétisation est loin d'être banale ou secondaire puisqu'elle est celle du savoir car nulle émergence socio-économique n'est possible sans une population de femmes et d'hommes qui ne sachent lire et écrire pour contribuer au développement de leur pays et à la grandeur de leur nation. Santé à présent, le ministre de la Santé, Mohamed Ouassama Diri, a réuni ce matin dans son cabinet l'ensemble du corps médical, des médecins infectiologues et des directeurs des hôpitaux afin de discuter sur les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la prévention contre la maladie de chikungunya. Cette importante réunion fait suite à l'annonce faite par les autorités éthiopiennes des cas suspects mais non confirmés de chikungunya dans la ville de Diridawa et de ses alentours. Il s'agit donc d'une maladie virale transmise par des moustiques et qui provoque de la fièvre et des douleurs articulaires. Dans son intervention, le ministre de la Santé a rappelé que le département de la Santé a d'ores et déjà entrepris toutes les mesures préventives et curatives qui sont mises en place. Le protocole d'urgence de surveillance épidémiologique au niveau de tous les points d'entrée, notamment aux différents postes de frontières de la gare de Nagad et de l'aéroport international de Djibouti. Ainsi, toutes les mesures de prise en charge clinique ont été activées et les protocoles thérapeutiques ont été définis dans toutes les structures de santé du pays afin d'accroître leur capacité d'intervention et permettre le traitement d'individus atteints par cette maladie. C'est une maladie à potentiel épidémique causée par un moustique et qui n'a pas un haut impact, mais dont les moyens de diagnostic et les moyens préventifs sont à mettre en exergue. Il est à noter que ce moyen consiste à, une fois que vous avez les signes cliniques et que vous revenez des vacances, des maux de tête, de la fièvre et surtout des courbatures et surtout des douleurs au niveau des articulations, d'aller directement dans le centre de santé le plus proche. Et comme ça, vous allez être redirigé. Et le moyen préventif consiste à dormir sous moustiquaire imprégné, mais également à, comme les maladies à potentiel épidémique, qui sont la dengue et le paludisme, également d'utiliser les moyens préventifs prônés par le ministère de la... Le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti, Aboubakar Omar Hadi, a participé à la 4e exposition de Chine État arabe qui se clôture aujourd'hui à Incheon, capitale de la province de Jinjia, en Chine. En marge de sa participation, Aboubakar Omar Hadi a assisté à sa cérémonie d'ouverture avant d'avoir donc une réunion avec Chibu, le président de la conférence de la politique consultative du peuple chinois. En outre, M. Hadi a participé à un panel où il a eu l'occasion de promouvoir nos infrastructures. De surcroît, Aboubakar Omar Hadi a visité le stand de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti lors de la foire. Enfin, le président de l'autorité des ports et des zones franches de Djibouti a donné des interviews à des médias chinois et internationaux. Et donc... un incendie s'est déclaré ce matin vers 9h à Ambouli, derrière le centre de santé d'Ambouli. Selon des témoins du quartier, 5 maisons ont été touchées et brûlées par l'incendie qui a été maîtrisé aussitôt sur les lieux par les sapeurs-pompiers et à l'aide également des jeunes du quartier d'Ambouli. Pour l'instant, l'origine du sinistre n'est pas connue. Une enquête a été diligentée sur la cause de l'incendie.
Et dans le cas de la lutte contre le trafic illicite des marchandises de contrebande, les bataillons interarmés de la région d'Addis Abeba, en étroite collaboration avec la brigade des douanes, ont intercepté dans la journée d'hier une quantité importante de sacs de cannes de contrebande. Une quantité record de 46 colis contenant chacun 100 paquets de cannes de contrebande, soit 4600 paquets, et la valeur marchande de cette contrebande est estimée à 2 300 000 de nos francs. Comme le veut la procédure, l'intégralité de la marchandise de contrebande, notamment du canne de contrebande, a été détruite par le feu en présence des agents de la douane de la région d'Addis Abeba. Les douaniers et les forces armées BIAS ont en effet décidé d'engager des actions menées contre les contrebandiers de canne qui font une concurrence déloyale aux acteurs du marché formel et portent ainsi préjudice à l'économie nationale. En nouvelle du monde, à présent, en Afghanistan, Donald Trump met fin aux négociations de paix avec les talibans. Donald Trump a annoncé hier qu'il mettait fin aux négociations de paix engagées depuis 1 an avec les talibans qui devaient tenter de mettre fin à 18 ans de conflit en Afghanistan. Donald Trump justifie ses décisions par la poursuite des attentats en Afghanistan pendant cette période de négociation. Jeudi, un Américain a été tué à Kaboul dans l'une de ces attaques. Le président assure que les talibans en sont les auteurs. Il a également révélé au passage qu'il était sur le point de recevoir le président afghan Ashraf Ghani et séparément les principaux chefs talibans à Camp David aux États-Unis, ce qui aurait été sans précédent à quelques jours du 18e anniversaire des attentats du 11 septembre. Mais cela semble être déjà de l'histoire ancienne. Pourtant, un accord semblait proche. Il devait permettre un début de retrait progressif de soldats américains en Afghanistan en échange d'une réduction de la violence de la part des talibans et du lancement de négociations de paix directes avec les autorités de Kaboul. Premier réchauffement concret entre Kiev et Moscou, une lueur d'espoir dans le conflit qui oppose depuis 5 ans l'Ukraine à la Russie. Samedi, en début d'après-midi, 35 prisonniers ukrainiens retenus en Russie, dont le cinéaste Oleg Sentsov, ont été libérés au terme d'un échange avec la Russie. Les 24 marins ukrainiens capturés l'an dernier par les gardes-côtes russes au large de la Crimée figurent également parmi les prisonniers libérés. Cette libération très médiatisée ouvre-t-elle un nouveau chapitre dans les relations entre la Russie et l'Ukraine? Le nouveau président ukrainien s'est montré très prudent. Je crois que c'est le premier chapitre, a déclaré sur le tarmac Volodymyr Zelensky. Côté russe, 35 prisonniers retenus en Ukraine sont également rentrés au pays hier. Cet échange de prisonniers pourrait désormais permettre la reprise du dialogue entre Kiev et Moscou dans un conflit séparatiste qui a déjà fait plus de 13 000 morts. La chancelière allemande Angela Merkel n'a d'ailleurs pas manqué de qualifier cet échange de prisonniers de signe d'espoir et d'appeler à poursuivre le travail pour mettre en œuvre les accords de Minsk. Et enfin, donc, signature d'un acte pour la protection de l'Amazonie. 7 des 9 pays qui se partagent l'Amazonie ont défini donc vendredi en Colombie des mesures de protection de la plus grande forêt tropicale du monde dévastée par les incendies. Le Brésil s'en prenant toutefois encore au président français Emmanuel Macron. La Colombie, le Pérou, l'Équateur, la Bolivie, le Brésil, le Suriname et le Guyana ont clos leur sommet présidentiel pour l'Amazonie organisé à Leticia au sud du pays en s'engageant à des mesures concrètes pour une région essentielle à l'équilibre climatique de la planète. Seul manquait le Venezuela qui n'avait pas été invité et la France dans le territoire d'outre-mer de Guyane compte aussi une vaste superficie amazonienne. La majeure partie de la forêt amazonienne, soit 60%, se trouve au Brésil, le reste se répartissant entre la Colombie, la Bolivie, l'Équateur, le Guyana, le Pérou, le Suriname, le Venezuela et la Guyane française. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de votre très aimable attention. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.